Aujourd'hui, dans Parlons-en, on pose nos valises en Arménie, qui est à 3 jours d'élections législatives importantes. 3 millions d'Arméniens sont appelés à se prononcer sur le choix géopolitique fait par le Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, candidat à sa succession, se détourner de la Russie au profit de l'Europe. Une volte-face stratégique qui n'est pas du tout du goût de Moscou, soupçonnée d'ingérence dans le scrutin Arménie, un scrutin sous influence. C'est la question autour de laquelle on va débattre ce matin avec mes invités Gaïtz Minassian, Gauthier Rybinski et Tornike Gordadze. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Gaïtz Minassian. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po Paris, auteur d'Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin, anatomie des conflits post-soviétiques, qui est sorti aux éditions Passé Composé. Avec nous sur ce plateau aussi Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24 et à distance. Tornike Gordadze, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce débat. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors. Je le disais à l'instant, nous sommes donc à 3 jours d'élections arméniennes législatives déterminantes, peut-on lire ici et là. Pourquoi, Gaïtz Minassian, ces élections seraient plus déterminantes que les précédentes ? Parce que pour la première fois se pose la question d'un avenir politique, stratégique, économique, social, pour un État qui veut monter en gamme en termes de souveraineté, de stabilité. Et la vraie question, c'est est-ce que l'Arménie peut se débarrasser du manteau soviétique, ou post-soviétique, on a envie de dire. Et le véritable défi est là. C'est quelque chose qui peut toucher, et qui a touché aussi d'autres républiques ex-soviétiques, comme la Géorgie, comme l'Ukraine, les pays les plus proches, ou même l'Azerbaïdjan. Mais c'est une véritable question et un véritable test pour Moscou, plus que pour l'Arménie. L'Arménie a rendez-vous avec son histoire, d'une certaine façon, Tornike Gordadze ? Oui, c'est un vote particulier parce qu'il arrive dans ce contexte général qui est différent. Avec cette Russie embourbée en Ukraine, mais qui veut garder le contrôle sur l'espace post-soviétique, avec cette Arménie qui, pour la première fois, se voit l'opportunité de se dégager de cette emprise russe, qui est la Russie qui a exercé cette emprise depuis l'indépendance, et également ce qui entraîne après les débats internes en Arménie par rapport à l'identité, par rapport aussi à l'histoire, comment on doit relire ce narratif historique arménien, et surtout un débat sur l'avenir. Est-ce que l'Arménie doit rester dans cette relation asymétrique avec la Russie, y compris sur le plan économique, ou vouloir évoluer davantage vers le monde européen, mais pas seulement. Il s'agit aussi de normaliser ses relations avec ses voisins immédiats. Deux d'entre eux, la Turquie et l'Azerbaïdjan, sont des voisins avec lesquels l'Arménie a eu historiquement des relations extrêmement compliquées et conflictuelles. Et c'est pour la première fois depuis très longtemps il y a cette possibilité de normaliser les relations avec les voisins immédiats. Et sans cette normalisation, il est impossible de réfléchir à l'avenir de façon libre et détendue, et sans ce manteau de protection soviétique ou russe qu'évoquait Gaïtz. Encore un mot, Gauthier, en propos liminaire sur les enjeux du scrutin de dimanche. Oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le fait de se départir, de se dégager de cette protection encombrante, d'autant que pour les Arméniens, elle a été à fond perdu ces dernières années. C'est-à-dire que le grand parrain moscovite les a lâchés en rase campagne dans les différents conflits vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, et que donc, autant, si vous voulez, il y a encore, on verra à l'issue du scrutin, il y a encore un certain nombre d'Arméniens qui se disent
je ne pense pas qu'ils soient totalement pro-russes, mais qui se disent ménageons les uns et les autres, autant la conscience que cette tutelle russe n'a pas servi à grand-chose dans ce grand chambardement et chamboulement qu'ont été les dernières années avec la perte du Haut-Karabakh, etc. Ça, c'est quelque chose qui devrait, là aussi, participer à ce changement, à cette émancipation, appelons-la comme ça, vis-à-vis de différentes tutelles. Simplement d'un mot, je pense que culturellement, il y a quand même une méfiance vis-à-vis de ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire, en quelque sorte, le parrain russe, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il peut être, mais l'Europe, c'est quelque chose qui relève un petit peu de la grande aventure, et d'une grande aventure qui est parfois perverse. C'est-à-dire qu'on a ça dans la plupart des républiques ou des sociétés post-soviétiques, cette méfiance vis-à-vis de quelque chose qui peut être perçu comme une submersion culturelle. On va revenir parce que c'est un point intéressant sur ce que vous évoquez à l'instant, Gauthier. L'ambition de cette émission, avec l'humilité qui est la nôtre, c'est de faire le plus de pédagogie possible pour ceux qui ne sont pas familiers de la vie politique arménienne. Donc les élections législatives ont lieu dimanche. Il y a une vingtaine de forces politiques, pour faire court, en Arménie. C'est un paysage qui est assez émietté politiquement, qui pourrait faire a priori le jeu de celui qui est candidat à sa propre succession, donc Nicole Pachinian avec son parti Contrat Civil, qui aujourd'hui déjà a une assez forte majorité au Parlement arménien. Exactement. Il a la majorité absolue, et la véritable question que se posent les électeurs en Arménie et les observateurs, c'est quel va être le niveau de victoire de Nicole Pachinian. La victoire ne fait pas de doute à ce stade ? On sait qu'il va arriver en tête, mais savoir à quel niveau. Est-ce que c'est 65% ? Et là, il pourra faire ce qu'il veut après, c'est-à-dire changer la Constitution et ratifier, d'abord signer un traité avec l'Azerbaïdjan et le faire ratifier par le Parlement. Si c'est une victoire à 51-52%, il y a un risque d'affrontement dès dimanche soir et de contestation des élections, des résultats. Si c'est moins de 50%, alors là, va se poser la question pour Pachinian. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste au pouvoir ou pas ? Parce que l'opposition va dire on nous vole notre victoire, parce qu'ils vont se réunifier. Et donc là aussi, il risque d'affrontement. Et si on a un quatrième scénario qui est de dire en gros, mais j'y crois pas, Pachinian 20-22 et Garabedian, l'homme de Poutine, 20-22, et là on irait vers un deuxième tour entre ces deux forces. Mais je n'y crois pas. Je crois plutôt comme ça, au doigt mouillé, j'ai envie de vous dire, aux trois premiers scénarios, mais pas le quatrième. Alors disons quelques mots, Tornike Gordadze, de l'homme qu'a évoqué à l'instant Gaïtz Minassian, Samvel Garabedian, je m'excuse pour les prononciations compliquées qui sont les miennes. C'est l'un des hommes les plus riches d'Arménie, ou le plus riche d'Arménie, leader du bloc Arménie forte. Peut-être on peut dire un mot de sa situation qui est un peu compliquée. Il a été dans un genre de résidence surveillée, il fait campagne à distance. Oui, bon, vous dites que c'est l'homme le plus riche d'Arménie. Cet homme a surtout vécu en Russie. Et, il est russo-arménien. Exactement. Il est russo-arménien. C'est quelqu'un qui fait partie de milliardaires d'après Forbes, qui évalue sa fortune à peu près à 4 milliards de dollars. C'est quelqu'un qui, jusqu'à récemment, ne faisait pas partie forcément de la vie politique au sens que nous l'entendons d'Arménie. Il était plutôt connu pour son côté philanthropique. Il finançait un certain nombre d'actions humanitaires de l'Église également. Il a cette image très, très pieuse. Et finalement, l'année dernière, on l'a vu déclarer sa volonté ou son ambition politique. Il ressemble beaucoup, s'y méprendre, à un autre milliardaire de l'espace post-soviétique, Bidzina Ivanishvili en Géorgie, qui a exactement le même parcours, devenu milliardaire en Russie, revenu en Géorgie pour gagner des élections en 2012. Beaucoup de gens à Erevan m'ont répété que
Chrétienne a été plus ou moins poussé ou voire forcé par les autorités russes pour se lancer en politique s'il voulait conserver sa fortune en quelque sorte. Le fait qu'il se lance aussi activement en politique, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que c'est un homme qui n'est pas particulièrement charismatique, qui n'est pas un homme politique proprement dit. Bon, aujourd'hui, il se retrouve en résidence surveillée parce qu'il a eu un certain nombre de déclarations pour notamment, il appelait à changer le pouvoir politique par tous les moyens. Donc, sous-entendu que pas forcément des moyens démocratiques. Ses liens avec la Russie ne font pas de doute. Non seulement il a la nationalité russe, ce qui, d'après la Constitution, lui interdirait de participer de participer pleinement dans la vie politique arménienne et d'être élu. Mais en plus de ça, il a des relations directes avec le Kremlin. Vladimir Poutine, dans sa rencontre au début d'avril avec le Premier ministre arménien, a directement demandé à ce qu'il soit libéré, qu'il puisse participer aux élections. Et aussi, un certain nombre il y a pas mal d'informations qui sont aujourd'hui publiées par différentes ressources médiatiques qui prouvent que dans les années 90, cet homme faisait partie de FSB. Quand il a rempli une enquête pour obtenir le passeport russe, il avait indiqué comme occupation et qu'il travaillait pour le FSB de la Russie, de la Fédération de la Russie. Donc, vous voyez, les services secrets russes. Voilà. Pour les Russes, c'est vraiment l'application de ce manuel qu'ils ont. Alors, on a des hommes d'affaires richissimes qui obtiennent leur richesse en Russie et qui sont originaires de différentes républiques soviétiques. On a aussi, même cas en Moldavie, on a des Ukrainiens, des milliardaires ukrainiens très liés à la Russie. Et après, on fait pression sur ces gens-là pour qu'ils puissent influencer l'orientation politique de leur pays d'origine en faveur de la Russie. Gauthier, homme de Moscou, candidat presque malgré lui, ou en tout cas sous la pression des autorités du Kremlin. Quelle est sa ligne et dans quelle mesure elle peut imprimer aujourd'hui dans la société arménienne, dont on a dit elle est plutôt a priori en faveur du projet européen porté par Nicole Pachinian? Oui, encore une fois, j'ai quelques réserves là-dessus. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas cliver trop de la part de la population arménienne, de faire en sorte que, par exemple, on ne s'engage pas dans une sorte d'opposition frontale à la Russie. Et d'ailleurs, c'est ce que Poutine a signalé en disant attention. Si vous vous rapprochez trop de l'Europe, souvenez-vous que l'Ukraine, la question de l'Ukraine a commencé comme ça. Ce qui est très clairement une ingérence, mais alors béante dans... Justement, on va écouter Vladimir Poutine quand il a dit « Attention, si le projet européen arménien va trop loin, vous savez ce qui peut vous arriver ». On va écouter Vladimir Poutine, c'était il y a quelques jours. Tout doit être calculé, examiné attentivement, et une décision doit être prise. Je l'ai déjà dit, la crise en Ukraine a commencé avec les tentatives d'adhésion à l'Union européenne. Voilà, la menace, la crise en Ukraine a commencé comme avec les mêmes tentatives de rejoindre l'Union européenne. Ça fait peur, ça, aujourd'hui, en Arménie? Il y a à la fois une sorte d'habitus, une habitude finalement de cette tutelle ou de cette gang, mais il y a aussi effectivement l'idée que regardez bien, en Ukraine, quand Zelensky arrive au pouvoir, c'est pas le plus féroce des nationalistes. Au contraire, lui il dit il faut qu'on s'entende. Donc c'est l'idée que la menace est toujours là et qu'en plus de cela, elle est là explicite ou presque. C'est ça qui est intéressant dans cet extrait, c'est que au fond, ce qui gêne fondamentalement Poutine, c'est pas la fièvre obsidionale, c'est pas la crainte d'être encerclé. Non, ce sont les démarches, même compliquées, même hésitantes, même balbutiantes, mais démocratiques dans les marges, dans l'étranger proche de ce que Poutine appelle l'étranger proche. C'est l'Arménie, c'est la Géorgie, c'est l'Ukraine. Et c'est ça le fondement de la trouille de Poutine, c'est de se retrouver avec des pays qui pourraient un jour faire la démonstration que le chemin démocratique est possible,
et que par capillarité, ça fasse un peu, ça contamine le sujet russe. Il se trouve, Gaëtan Minasian, que l'Arménie a déjà fait un pas plusieurs pas vers les Européens. Il y a eu ce sommet Union européenne-Arménie début mai, il y a eu la visite du président Macron, on en a beaucoup parlé, et puis le Parlement ukrainien au printemps de l'année dernière a une large majorité, mais le Parlement arménien. Le Parlement arménien, pardon. J'ai dit quoi ? Ukrainien, pardon. Le Parlement arménien a voté donc au printemps de l'an dernier l'ouverture d'un processus d'adhésion à l'Union européenne, et c'est pour avancer encore dans ce processus que Pachinian a besoin de cette majorité absolue au Parlement. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant adhésion directe dans les années qui viennent. C'est juste un processus, un horizon à ouvrir, un peu comme ce qui s'est passé à l'époque avec la Géorgie, qui avait ouvert la voie à toutes les républiques ex-soviétiques dans cette trajectoire-là. L'Ukraine avait suivi, l'Arménie prend aussi le train. Ce que je veux dire, c'est qu'en dépit des menaces de Vladimir Poutine à peine voilées, le train, on est déjà quasiment monté dans le train. Mais c'est tout... Si vous me permettez, je veux dire, on vit aujourd'hui un moment en ex-Union soviétique où on a le sentiment, je ne sais pas si Torniquet, ce qu'il en pense, mais pour moi, c'est le processus d'effondrement de la nouvelle Union soviétique qui est en train de se passer. Et Poutine n'est pas bien du tout, on l'a dit au départ, il est embourbé en Ukraine. La crise avec l'Arménie, c'est un signe aussi d'un affaiblissement de la Russie. Et on le voit bien aussi dans la relation entre la Russie et l'Azerbaïdjan. On le voit aussi en Asie centrale. Donc il y a cette idée aujourd'hui que l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Je fais exprès d'être un peu dans la provocation, mais je pense qu'il y a un fond de vrai ou de crédible. C'est qu'en 1991, en fin de compte, c'est le Parti communiste d'Union soviétique qui est tombé, mais pas l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que les trois ministères de la force, services secrets, politique, police, et défense, sont restés en place. Et quand un des pays voulait s'émanciper un petit peu au nom d'une souveraineté qui était reconnue en 91, tout de suite, Moscou a tapé. Le premier exemple, c'est pas la Tchétchénie, parce qu'on disait la fédération intérieure, c'est un territoire intérieur de la Russie, mais ça avait un petit peu commencé là. Mais surtout la Géorgie en 2008. Je veux dire, quand la Géorgie a voulu jouer le propre jeu naturel de la souveraineté, Moscou a tapé comment ? En jouant sur les minorités. Qu'a fait Moscou pendant 30 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? La même chose, on joue sur le Karabakh, un jour on est pro-arménien, un jour on est pro-azerbaïdjanais, et ça s'est fini par la catastrophe de 2020 et de 2023. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que soit Moscou se dit je vais changer de logiciel, je vais arrêter mon impérialisme militaire, coercitif, prédateur, etc. Et je vais essayer de jouer la carte économique, mais ils sont incapables en Russie de faire ça. Je parle des élites. Et soit on en reste à cette situation, c'est-à-dire de la coercition. Mais là, le problème, c'est que les pays veulent s'émanciper. Et ils ont tout à fait raison de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent des frontières, ces pays. Ils ne veulent pas être des fronts. La Géorgie, regardez ce que c'est. Front abkhazien, front ossète et front entre la Russie et la Géorgie. L'Arménie, front. Et c'est une volonté russe de vouloir imposer cette idée de front pour empêcher ces nations de devenir souveraines. Alors la Russie, Torniquet, Gordadze, qui ne voit donc bien sûr pas du tout d'un bon œil ce déplacement arménien vers l'Europe, mais pas que, on y reviendra, pas que vers l'Europe, a tenté ces dernières semaines, on reviendra sur les ingérences dans un instant, mais donc d'utiliser la force de la coercition commerciale, multiplication des pressions, interdiction commerciale majeure, menace d'expulsion de l'Union économique eurasiatique dont fait partie l'Arménie, rappel par la Russie de l'ambassadeur arménien. Est-ce que c'est de nature, ça, à détourner l'Arménie du chemin qu'elle prend ? Oui, le but est clairement d'intimider les Arméniens avant le scrutin. C'est-à-dire que, puisque la soft power ne marche pas extrêmement bien, on l'a vu, parce que maintenant, dans tous les sondages, la Russie ne représente plus pour les Arméniens leur meilleur ami. Si il y a quelques années, la Russie arrivait largement en tête, aujourd'hui, la popularité de la Russie est tombée très très bas. Donc la soft power ne marche, et donc on passe à l'intimidation, mélange de l'intimidation économique, évidemment, avec cet organisme de contrôle phytosanitaire qui est devenu un outil de répression en Russie, qui trouve
que des produits arméniens exportés vers la Russie sont de mauvaise qualité, donc sont bloqués, les fruits et les légumes principalement, mais aussi les eaux minérales. Et sur le plan militaire et sécuritaire, on passe à des menaces directes. C'est un mélange de tout. Alors, on dit tout de suite que regardez ce qui est arrivé à l'Ukraine. Et en même temps, Poutine essaie d'avoir un discours ultra rationnel sur les chiffres économiques, etc. D'abord, l'Arménie, c'est à peine 3 millions d'habitants, donc pour le marché russe, ce n'est pas non plus énorme, et ce n'est pas le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne qui va déstabiliser économiquement la Russie. C'est du non-sens. Et mélanger dans le même discours les arguments économiques, non, c'est uniquement économique, et d'ailleurs on pense au bonheur du peuple arménien qui va connaître des problèmes économiques si les liens économiques avec la Russie sont rompus. Et dans le même discours, on passe à des menaces. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, et sous-entendu que voilà, l'Ukraine qui est bombardée tous les jours. Je me trouve aujourd'hui à Kiev et tous les soirs, on dort dans les abris. Et donc, c'est aussi ces menaces russes ne sont pas très cohérentes. Et c'est d'autant plus incohérent que la Russie se trouve en situation difficile sur le front ukrainien. Il n'a pas de frontière directe avec l'Arménie, donc l'intervention militaire serait compliquée également par ce fait. Il faudrait que la Russie passe par la Géorgie, et là c'est notre problème, c'est impossible, mais ça provoquerait des bouleversements géopolitiques encore plus grands. Et la base militaire russe qui est stationnée en Arménie, le nombre de soldats a été diminué justement à cause de la guerre en Ukraine, parce que une partie d'entre eux ont été envoyés au front en Ukraine. Mais la Russie va essayer d'utiliser tous les moyens, d'abord l'intimidation pour influencer le résultat du vote, et après le vote, et si on l'emporte, ils vont continuer à déstabiliser l'Arménie par d'autres moyens, par les interventions hybrides, par encourageant ou en poussant une partie de l'opposition à sortir dans la rue et de provoquer une sorte des tensions ou des affrontements, voire avec le pouvoir. Oui, une contestation des résultats qu'évoquait Gaït Minassian tout à l'heure. Alors, on connaît la méthode russe, effectivement, on l'a dit, intimidation commerciale, diplomatique, politique. Je pourrais rajouter une phrase. Oui, allez-y. Parce que l'opposition frontale avec la Russie, je pense que c'est M. Rybinski qui l'a invité, personne ne veut de ça en Arménie, y compris le pouvoir en place et Nicole Pachinian. Il a plusieurs fois souligné que l'affrontement n'était pas souhaitable et que tous ces changements étaient des changements progressifs, tout en voulant garder les relations avec l'Union eurasiatique, l'Union économique eurasiatique, et avec la Russie. C'est la Russie qui ne tolère pas le moindre geste, le moindre changement, l'évolution de la situation. C'est la Russie qui ne veut pas tolérer à ce que l'Arménie se tourne un petit peu ou partiellement vers l'Union européenne. C'est la Russie qui décide de l'affrontement et non pas l'Arménie. Oui, parce que l'Arménie, on en reparlera peut-être, est dépendante notamment du gaz russe. Je crois 80% du gaz importé par les Arméniens aujourd'hui vient de Russie. D'un mot, parce que je voudrais qu'on regarde le sujet qu'on a préparé sur les ingérences. C'est exactement la raison pour laquelle j'allais dans ce sens-là, c'est-à-dire que même la bonne volonté ou la souplesse d'un pouvoir, qu'il soit arménien ou ukrainien, ne prémunit pas justement du danger poutinien. C'est ce qui est arrivé à Zelensky. Alors la méthode russe, on la connaît, je le disais, coercition, menaces et campagne de désinformation massive en amont de ce scrutin. On va regarder ce sujet que Marc Pope a préparé. 800 soldats de la Légion étrangère française arrivés en Arménie pour défendre le parti de Nicole Pachinian en cas de défaite dimanche. C'est ce qu'annonce ce reportage attribué à la BBC et qui cumule 1 million de vues sur les réseaux sociaux. Sauf que tout est faux. Il s'agit d'un des nombreux montages diffusés par la Russie pour tenter de peser sur le scrutin. Moscou multiplie aussi les coups de pression. Nous constatons la connivence manifeste de l'équipe de Nicole Pachinian avec la campagne ciblée menée par l'Occident pour attiser le sentiment anti-russe. Quotidiennement, on entend des affirmations et des insinuations selon lesquelles Moscou s'ingérerait dans les affaires intérieures de la République et la soumettrait à des attaques hybrides. Selon le collectif Anti-Bot for Navalny, depuis octobre 2025, au moins 435 opérations d'ingérence russe dans les élections législatives en Arménie ont été recensées, soit bien plus qu'en Moldavie ou encore que lors des dernières élections américaines. La Russie voit d'un très mauvais œil le rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne.
Elle a ainsi annoncé restreindre l'importation de fruits et légumes en provenance d'Arménie, de quoi porter un coup à l'économie du pays, Moscou étant son principal partenaire commercial. Nous serons contraints, non pas ici ou là, mais essentiellement, de mettre un terme à la quasi-totalité de notre travail avec l'Arménie dans le domaine économique lié au processus d'intégration. Vladimir Poutine s'amuse aussi à rappeler que la guerre en Ukraine avait commencé avec la volonté de Kiev d'adhérer à l'Union européenne, accentuant ainsi la pression sur Yerevan. Le Kremlin demande à l'Arménie d'organiser dès que possible un référendum sur la question de l'adhésion, un appel rejeté par Nicole Pachinian. La question de la date à laquelle ce référendum aura lieu est très importante. Tant que l'Arménie n'aura pas officiellement demandé son adhésion à l'Union européenne ou ne se sera pas rapproché du statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE, il est illogique d'organiser un quelconque référendum. De son côté, l'Union européenne dénonce les tentatives de coercition de la part de la Russie et assure qu'elle continuera de soutenir l'Arménie. Voilà, la Russie pratique en Arménie avant ce scrutin des pratiques déjà observées dans nombreux pays de la région, Moldavie, on en a parlé, Géorgie, Roumanie, mêmes effets, même intention. Le manuel de manipulation et de coercition et de guerre hybride, cette fois-ci c'est l'Arménie, mais prochainement ce sera un autre pays de l'ex-Union soviétique qui aura peut-être des volontés, des velléités d'émancipation et qui va recevoir les pro-russes de ce pays recevront le manuel pour essayer de déstabiliser la région. Je signale à cette occasion à ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par ce sujet que RFI a lancé, nos confrères de RFI ont lancé il y a quelques semaines une rédaction 100% numérique en arménien à destination notamment des plus jeunes et pour lutter précisément contre la désinformation. Les Européens ont été très prompts à répondre à cette main tendue arménienne. Je le disais, il y a eu ce sommet début mai, mais aussi à déployer mais à déployer des personnes pour surveiller la bonne tenue du scrutin. Et cette question que l'on pose dans cette émission aujourd'hui, ce scrutin sous influence russe bien sûr, mais surveillance européenne de très près. Et ça aussi, est-ce que ça peut jouer dans le... La volonté des Russes, c'est de mettre au même niveau ce qu'on reproche aux Russes, justement. Et l'autre côté, c'est l'équivalent. Regardez, ce serait une ingérence européenne, une ingérence américaine. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, d'un côté, vous avez une véritable ingérence avec l'envoi d'individus, et ils y sont actuellement, ou alors des faux comptes sur des réseaux sociaux, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout le manuel. Ça, c'est clair, c'est établi. Et de l'autre côté, vous avez des soutiens apportés au régime sortant. Mais ce n'est pas une ingérence, un soutien. Le soutien de Donald Trump, qui a qualifié, mais comme il le fait souvent, de Nicole Pachinian, peut-être Tornike Gordadze, d'un très bon ami, d'un type super, c'est un plus ou c'est plutôt un boulet accroché à son pied au Premier ministre sortant ? Écoutez, les contextes sont... j'imagine que vous pensez qu'en Hongrie, ça n'a pas beaucoup aidé Viktor Orban, le soutien affirmé... endorsement, comme on dit en anglais, de Donald Trump. La situation est un petit peu différente en Arménie, qui a besoin, plus il y a de soutien occidental qui apparaît, plus cette population sent rassurée. Et dans cette situation aussi, la visite, certes c'était une visite éclair, mais de Marco Rubio, la semaine dernière en Arménie, qui a signé un nouveau partenariat stratégique. La visite au mois de février du vice-président J.D. Vance en Arménie. Le fait qu'en août dernier, l'accord sur la construction de cette route qui doit connecter l'Azerbaïdjan, le sud de l'Arménie, l'exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan et la Turquie, donc cette route qu'on appelle le TRIP, a été signée à Washington avec la présence de Donald Trump. Ça donne l'impression à la population arménienne qu'on n'est pas seul. Qu'il y a des grands de ce monde, et notamment les États-Unis, l'Union européenne, à travers ces deux sommets qui ont eu lieu à Yerevan au mois de mai, ces grands acteurs sont pour la première fois présents de façon aussi
explicite en Arménie, et ces intimidations russes deviennent d'autant plus hystériques et d'autant plus menaçantes qu'ils voient la situation évoluer en leur défaveur. Donc, cette présence, pour répondre directement à votre question, malgré le fait qu'on peut avoir différentes opinions au sujet de Donald Trump, ça apporte un peu plus d'assurance à la direction politique actuelle de l'Arménie. Gauthier. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit et qui me paraît capital. C'est cette espèce de relativisme qu'on a l'habitude de pratiquer en disant finalement Poutine, il a raison d'intervenir parce qu'il était menacé. Et puis de l'autre, la Russie qui nous dit mais attention, ce sont des révolutions oranges que nous voulons éviter en Géorgie. D'accord. Référence à la révolution, le mouvement ukrainien. Maïdan. Bon, est-ce qu'on ne voit pas la différence entre les deux ? Moi, j'ai absolument aucun credo pro-américain, mais vous voyez pas la différence entre un régime à la Poutine et ce qui est de l'ordre d'une tentative démocratique. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on est en train, quand je dis on, c'est-à-dire un certain public, une forme aussi de facilité qui consiste à jouer avec les concepts, on est en train d'expliquer, de justifier des choses qui ne le sont pas. Est-ce que la crainte de Poutine d'un développement démocratique en Ukraine dont on a parlé, est-ce que ça justifie une guerre avec plus d'1 million de morts ? Vous voyez, ça me paraît capital, parce que c'est vrai que ça fait partie de la tactique, peut-être même de la stratégie du Kremlin, qui consiste à dire, mais au fond, vous nous reprochez les choses, mais vous faites pareil. Ben oui, mais substantiellement et consubstantiellement, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. On a parlé d'une forme de prudence, ou en tout cas la tentative de Nicole Pachinian de ne pas assumer quelque chose de trop radical avec la Russie. Les liens sont bien sûr historiques. Les Arméniens ont une longue histoire avec l'ex-Union soviétique. Est-ce que le Premier ministre sortant aussi n'inclut pas ce virage vers l'Europe, ne le présente pas comme une façon non pas de tourner le dos à la Russie, mais de diversifier, parce qu'il y a eu aussi des liens qui ont été renforcés avec d'autres acteurs. On évoquait la Turquie, avec lequel il y a des relations compliquées, mais on a parlé des États-Unis à l'instant, mais aussi de la Chine. Il y a quelque chose, c'est un pays enclavé, l'Arménie, on l'a dit. Voilà. Alors c'est une très bonne question. Ça fait 250 ans, donc c'est pas forcément lié aux soviétiques, c'est plus lié à l'identité russe et impériale russe. 250 ans que les Russes font en sorte d'isoler l'Arménie, de la présenter comme un pays pauvre, un pays dont tout le monde se moque, un pays isolé, un pays misérable, pour que personne vienne s'y intéresser. Et ça marche, et ça a marché. Sauf que dès lors que l'Arménie a essayé de faire un petit pas de côté, comme on l'a vu depuis quelques années, eh bien, il y a beaucoup de pays qui viennent s'intéresser. Parce que géopolitiquement, c'est très important. Et en fait, on s'aperçoit que la Russie voulait se garder cette belle princesse, peut-être vieille, parce qu'elle a 3000 ans d'histoire. Mais ça n'empêche pas d'être belle. Exactement. Mais tout simplement pour vous dire que, et c'est un rapport sur l'historiographie, l'histoire de l'Arménie ne commence pas il y a 250 ans. Elle a commencé bien avant, quand il n'y avait pas de Russie. Que vont faire les Arméniens avec leur patrimoine historique, culturel, qui date d'il y a plus de 3000 ans? Ils en font quoi? Ils le bradent au nom d'une amitié arméno-russe? Non. Et c'est ça tout l'enjeu du côté russe, c'est de faire en sorte de dire on s'en moque un peu de ce qui s'est passé avant notre arrivée. Ce qui compte, c'est l'historiographie russo-arménienne, pas avant. Or, le pouvoir sortant a pour référence, justement, des souverains, des leaders politiques qui n'ont rien à voir avec la Russie, ou du moins qui ont pris leur distance avec la Russie, parce qu'ils doivent gérer ce patrimoine. Et pour en revenir sur un point important pour moi, c'est par rapport à la Russie. La Russie ne veut pas de voisins souverains, elle veut des régimes dociles, où il n'y a pas vraiment d'institution d'État. Lorsque vous prenez un pays comme la Géorgie, qui a voulu jouer la carte de la souveraineté, avec des institutions fortes, avec un contrat social fort, avec des élections
au début des années 2000, des élections qui étaient transparentes, qui créaient le contrat social. Moscou n'a pas bien vécu ça. Et Moscou se méfie plus de l'Union européenne que de l'OTAN. Parce que l'Union européenne est une machine qui vient libéraliser les sociétés et qui vient démocratiser les institutions de ces États en transition. Et ça, Moscou n'en veut pas. Et toute la question est là. L'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, peu importe le pays, doivent-ils être ces pays, doivent-ils être des régimes dociles ou des États souverains ? Alors justement, à propos de souveraineté, je voudrais qu'on s'arrête sur la question de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh. Il y a dans l'intention de Nicole Pachinian après les élections, si la majorité absolue, il la conserve, on l'a évoqué tout à l'heure, la question de modifier la constitution arménienne pour y faire entrer, vous me corrigez si je me trompe, pour y inscrire, c'est une volonté azerbaïdjanaise, le fait que le Haut-Karabakh, que l'Arménie renonce à la souveraineté sur le Haut-Karabakh, c'est ça, je me trompe pas? Pas vraiment, parce que dans la Constitution, il n'y a rien. Constitution arménienne, il n'y a rien en mention du Haut-Karabakh. C'est dans le préambule qu'il est question de la déclaration de souveraineté d'août 1990, mais là, on était encore dans le cadre de l'Union soviétique, et c'est là-dessus que l'Azerbaïdjan joue. Mais l'Arménie le régime sortant a voulu changer la constitution bien avant les pressions de l'Azerbaïdjan pour dire que cette constitution, c'est une constitution post-soviétique. C'est une constitution qui fait le jeu de la Russie, c'est-à-dire d'un régime docile et pas d'un État souverain. Il va falloir que l'Arménie aussi réfléchisse à sortir de cette ossature structurelle soviétique et post-soviétique, où à l'époque du PC, vous aviez le premier secrétaire du parti communiste, le président de la République. Vous aviez le président du Soviet suprême et le président de l'Assemblée nationale. Et vous aviez le président des commissaires, c'est-à-dire le Premier ministre actuel. Tout ça, il va falloir changer. Il s'agit de remettre la Constitution au goût du jour, si j'ose dire, ou en tout cas en lien avec la modernité de l'Arménie. Voilà, il va falloir moderniser les institutions pour complexifier la notion du pouvoir et ne pas la concentrer sur un homme. Or, le but de Moscou, c'est de concentrer les soi-disant pouvoirs de ces États sur un homme pour plus facilement le déstabiliser en cas de besoin. Voilà, modifier la constitution qui est aujourd'hui pro-soviétique, c'est gagner en souveraineté, c'est ça que vous dites. Post-soviétique, qui est pro-soviétique. Post-soviétique. Sur la question du traité avec l'Azerbaïdjan, alors pardonnez-moi si j'ai dit une erreur à l'instant, mais quel est l'enjeu avec ces élections? C'est de finaliser ce traité, peut-être là-dessus, Torniquet Kordadze. Torniquet peut répondre. Oui. Qui n'a jamais été officiellement ratifié, c'est ça? D'accord avec l'explication. Non, ça n'a pas été encore ratifié. Et ce changement de constitution, le fait que les Russes indiquent justement, mettent l'accent sur le Karabakh et non pas sur le reste, tous les changements qui ont lieu en Arménie, ils veulent raviver ce traumatisme du Karabakh. Et c'est d'autant plus paradoxal que eux, ils ont leur culpabilité est quand même assez énorme dans cette histoire de perte de Karabakh par l'Arménie. Et 2 ou 3 ans après, ils veulent ranimer ce sujet du Karabakh en disant que Pachinian et le gouvernement actuel, dans ses réformes, et notamment la réforme constitutionnelle, veut renoncer officiellement au Karabakh et ne discuter de rien d'autre qui se passe à côté. Donc, de la part des Russes, c'est assez paradoxal de ranimer ce sujet du Karabakh en pensant que ça va jouer contre Pachinian. Tout comme ce discours russe à la défense, et je pense qu'on l'a évoqué au début de l'émission, pour la défense des valeurs traditionnelles arméniennes. Des gens, qu'est-ce qu'ils en savent des valeurs traditionnelles arméniennes, mais la défense de la famille, du christianisme, et que l'Europe menacerait directement cette mode de vie traditionnelle arménienne, y compris la religion chrétienne. Donc, ce sont des sujets que la Russie mobilise justement pour effrayer une partie de la population avec ces méthodes extrêmement complexes de la propagande et des fake news qu'on vient de voir. Alors, en ce qui concerne ce traité avec l'Azerbaïdjan, depuis 2 ans, et c'est dans l'actif, donc c'est tout à fait l'argument qu'utilise Pachinian aussi dans sa campagne, depuis 2 ans, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré depuis l'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Donc, c'est
Pachinian, il se présente comme le candidat de la paix. Et ce qui est aussi paradoxal, parce que d'habitude, les Russes, dans les autres pays post-soviétiques, disent que ce sont les pro-européens qui sont la partie de la guerre et les pro-russes la partie de la paix. Et ils citent l'exemple de l'Ukraine. Dans le cas arménien, jusqu'à maintenant, ils n'arrivaient pas trop à jouer sur cette question de la paix. Et maintenant, ils utilisent encore cet argument en disant si c'est Pachinian, ce sera la guerre, et non pas avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, mais avec la Russie. Mais cet argument est quand même très peu logique, parce qu'ils disent, en gros, c'est eux qui se présentent, la Russie se présente comme potentiellement le pays qui va commencer la guerre avec l'Arménie. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Et l'accord avec l'Azerbaïdjan et la Turquie arrivera, j'espère, assez vite après ces élections. Pour la Turquie, tout est quasiment prêt. C'est-à-dire la frontière, l'infrastructure à la frontière avec la Turquie est prête. Moi, j'ai visité les postes frontières du côté arménien, sont prêts et ils attendent l'ouverture. Et ce qui concerne l'Azerbaïdjan, il y aura d'abord ce traité. Ensuite, d'ailleurs, l'Azerbaïdjan, pendant cette campagne électorale, quand la Russie commençait à menacer de couper la livraison du gaz à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, pour la première fois, et de façon assez inattendue, a dit que si la Russie procédait à ce type d'action coercitive, l'Azerbaïdjan pourrait fournir du gaz à l'Arménie. Ça montre quand même à quel point la situation est en train de changer dans cette région. C'était inimaginable. Je voudrais qu'on regarde le reportage d'une de nos équipes qui est en Arménie pour couvrir ces élections, qui s'intéresse au sort de ces réfugiés du Haut-Karabakh qui ont dû quitter le Karabakh après la reprise de contrôle par l'Azerbaïdjan. Lâchage, on l'a dit, des Russes, des Arméniens à cette occasion, et ce qui a provoqué, en tout cas ce qui a alimenté cette volonté de se détourner en partie de la Russie, on l'a dit. Des déplacés, donc 100 000 personnes qui ont aujourd'hui des difficultés d'intégration, c'est ce que racontent nos reporters, et qui sont, selon eux, l'objet d'une rhétorique hostile du gouvernement arménien. On va regarder ce sujet. Artur fait partie de la communauté du Haut-Karabakh contrainte à l'exil. Après la reprise par l'Azerbaïdjan de ce territoire en 2023, 100 000 Arméniens ont dû fuir leur terre d'origine. Et comment ça va? Et le travail? Ce café, géré par des Karabartsis, fait office de refuge. Sur les réseaux sociaux, Artur est le porte-parole d'une frustration grandissante face au discours de haine à l'égard des réfugiés, propagé par le Premier ministre Nikol Pachinian et ses alliés durant la campagne. Il les accuse d'avoir fui et causé la perte du Karabakh. La jeunesse arménienne condamne de plus en plus cette polarisation. Dans les commentaires de mes vidéos, je vois que les gens répètent la rhétorique discriminante de Pachinian. Beaucoup d'entre eux me font sentir que je n'ai pas voix au chapitre. Mais ce n'est pas parce que légalement nous ne pouvons pas voter que nous ne pouvons pas nous insurger contre ces propos. Pour voter, avoir un logement ou un travail stable, les réfugiés doivent demander un nouveau passeport arménien. Des ONG comme Hub Artsakh tentent de faciliter ces démarches, mais les infrastructures publiques sont saturées. Les Karabartsis rencontrent des difficultés dans ce processus, mais le bureau de l'immigration est enseveli sous trop de demandes. Cet organisme propose un soutien administratif et psychologique pour une population qui se sent abandonnée. Toute notre vie, on nous a fait croire qu'on était des citoyens arméniens et maintenant on nous force à ramer avec un long processus bureaucratique comme s'il fallait le prouver. Les réfugiés ont beaucoup de potentiel pour l'Arménie. Ce serait un danger pour le pays que de s'en passer. Pour cet analyste politique, la difficulté d'intégration des Arméniens du Haut-Karabakh est une stratégie délibérée afin d'en faire des boucs émissaires. Ces discours ne font qu'accentuer les divisions sociales qui existent au sein de la société arménienne. Ils font obstacle à la cohésion sociale, qui est pourtant essentielle au développement et à la consolidation de la démocratie. Ils alimentent également cette vision manichéenne opposant nous à eux. Ces élections sont les premières à avoir lieu depuis que le Haut-Karabakh est vidé de sa population arménienne. Voilà ce que dit ce reportage en quelques... rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Gaëtz Minassian, c'est la tragédie sans fin des réfugiés du Haut-Karabakh? Alors, sans fin, je ne sais pas, mais une tragédie, ça c'est clair et net. C'est une injustice sans nom. Je veux dire, déplacer 100 000 personnes, quel que soit l'endroit sur le globe,
de leurs territoires ancestraux, c'est quelque chose qui ne peut pas passer quand on est juriste, quand on est sociologue, quand on est, je dirais tout simplement, un citoyen du monde, si je prends cette expression. Donc c'est quelque chose, oui, et la Cour internationale de justice s'est prononcée pour le droit au retour. Le problème, c'est surtout du côté de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan post-soviétique s'est construit sur, je dirais, l'inimitié et sur le discours va-t-en-guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une nouvelle donne, dont vient de parler Torniquet, si cette nouvelle donne se confirme, est-ce que le président Aliyev est capable de sortir de sa rhétorique de guerre? Le président azerbaïdjanais. Oui, est capable de sortir de sa rhétorique de guerre pour essayer de démocratiser son régime. C'est une véritable question. Tant qu'il y aura le Aliyev va-t-en-guerre, il n'y aura pas de démocratisation de l'Azerbaïdjan et il n'y aura pas de retour des Arméniens du Karabakh sur leurs territoires ancestraux. Parce que déjà, leur poser la question aux habitants du Karabakh qui sont aujourd'hui réfugiés en Arménie ou un peu ailleurs, ils disent, mais ok, si on retourne, mais avec Aliyev, c'est impossible. Et donc ça devient aujourd'hui un instrument de pression de la part de Moscou, de la part des pro-russes à Erevan, et le Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, lui parle de la fin de la cause du Karabakh, mais bien entendu, d'après ce qu'on lit, il y a une assistance assez forte auprès des populations du Karabakh réfugiées en Arménie, mais il ne veut pas ressortir le dossier du Karabakh pour une raison qui est toute simple, c'est que l'appel l'emporte. Alors pour ceux qui sont pro-Karabakhtsi, hélas, mais l'appel emporte sur la cause humanitaire et politique. Ça sera le mot de la fin. On avait encore beaucoup de choses à se dire, mais d'ici dimanche, la rédaction de France 24 est mobilisée pour vous faire vivre ces élections en Arménie, leurs enjeux, et puis bien sûr les résultats au début de la semaine prochaine. Je renvoie à nouveau au travail de nos confrères de RFI et de cette rédaction numérique en arménien. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gaït Minassian, on vous lit dans Arménie, Azerbaïdjan, on en parlait à l'instant. Une guerre sans fin, anatomie des conflits post-soviétiques, est sortie aux éditions Passé Composé. Torniquet, Gordadze, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion, d'autant plus que vous êtes à Kiev, en Ukraine. Gauthier, merci, vous étiez ici chez vous. On se retrouve dans un quart d'heure, à tout à l'heure.